Très heureux de vous retrouver au compte de cette édition d'information sur la chaîne du 21e siècle. À tous, bonsoir et bienvenue. À présent, les titres. Un député de la 9e législature annonce qu'il va porter plainte contre l'actuel chef de file de l'opposition guinéenne. Pour le président du parti ADC BOC, les lois L034 et L016 portant statut du chef de file et des partis politiques n'ont pas été respectées. Sitting ce mercredi devant le palais présidentiel, des centaines de femmes employées de l'usine de traitement des noix de 4 jours de Kabelen et réclament la réouverture de cette unité de production fermée depuis 2 ans par une institution bancaire de la place. Et enfin, quelques jours après le lancement officiel de la campagne de vaccination contre le Covid-19, les citoyens de la capitale semblent accorder peu d'intérêt face à cette initiative de lutte sanitaire des autorités guinéennes. Fini le sommaire, on marque une courte pause. Puis la suite, chers téléspectateurs. À tous, bonsoir et bienvenue. Et on commence ce journal par cet élément de reportage. Depuis sa prise de fonction de chef de file de l'opposition, Mamadou Sylla ne cesse d'être contesté par des politiques. Maintenant, ce sont des acteurs de la société civile qui nient son appartenance à l'opposition. C'est le cas du président de la LIDA qui a qualifié ce mercredi l'homme d'affaires d'allié de la mouvance présidentielle. Bintou Souma et Moustapha Diané sont allés à sa rencontre. Suivez. En Guinée, selon la loi 036 portant statut du chef de file de l'opposition, l'occupant de ce poste est le porte-parole attitré de l'opposition. Mais pour l'être, il faut des critères à respecter, à savoir être de l'opposition, avoir la légitimité de parler au nom de l'opposition et obtenir le plus grand nombre de députés après la majorité parlementaire. Apparemment, Mamadou Sylla ne remplit pas tous ces critères selon cet activiste de la société civile. Un parti d'opposition doit travailler à l'alternance, à l'obtention de l'alternance. C'est-à-dire, quand vous examinez le comportement électoral et politique de l'âge Mamadou Sylla, depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, vous vous rendez compte que c'est tout simplement un allié du président de la République et de la mouvance parlementaire et non pas un opposant. Et d'ailleurs, il n'a pas fait la déclaration que la loi demande à tout opposant, n'est-ce pas, une déclaration formelle adressée au ministère de l'administration du territoire et rendue publique dans le mois qui suit la proclamation des résultats de l'élection nationale. Un député a annoncé son intention de porter plainte contre le président du parti UDG pour usurpation de titre. Le président de la LIDA sollicite une solution interne. Je pense qu'il est important d'arrêter cette machine parce que de toute façon, si la question se retrouve devant la Cour constitutionnelle, si c'est le droit qui est dit, il est évident que la décision sera annulée. Alors pourquoi ne pas l'annuler avant que les juridictions nationales ne soient saisies? Mamadi Kaba dit avoir adressé des courriers au président de l'Assemblée nationale, au chef de l'État et au Premier ministre afin d'entamer le processus du dialogue. Ce qui pourrait taire le débat autour du statut de chef de file de l'opposition attitré à El Hadj Mamadou Sylla. En attendant, ce dernier continue à rencontrer d'importantes personnalités, notamment des ambassadeurs, pour valoriser son titre. Restons dans le même registre pour dire que le président du parti ADC BOC et député a annoncé ce mercredi qu'il va déposer vendredi 12 mars prochain une plainte contre Mamadou Sylla, chef de file de l'opposition. Pour lui, les lois L034 et L016 portant statut du chef de file et des partis politiques n'ont pas été respectées. Pour plus de détails, suivez ce reportage de Kadiatou Bari. Le président du parti ADC BOC reste droit dans ses bottes. Il compte lier l'acte à la parole en déposant une plainte auprès de la Cour constitutionnelle contre Mamadou Sylla. Il donne les raisons. On s'est convenu que les dispositions constitutionnelles et surtout la loi organique L034 portant le statut du chef de file de l'opposition et L016 portant le statut des partis politiques de l'opposition ne sont pas respectées par le parti qui se donne le titre de chef de file de l'opposition. Je reproche le monsieur de deux dispositions constitutionnelles. La première, c'est quoi? C'est qu'il faut que le parti soit de l'opposition. Il
faut faire une déclaration d'après l'article 4, une déclaration publique et officielle, l'enregistrer au ministère des partis politiques. Ça, c'est l'article 4 de la loi L036. Donc, et ensuite, il est dit que le chef de file de l'opposition est le porte-parole attitré de l'opposition. Donc, vous devez faire l'unanimité des partis politiques de l'opposition. Donc, troisièmement, il faut que vous soyez désigné par le bureau de l'Assemblée nationale. Dans le but de faire respecter la loi, ce représentant du parti ADC BOC interpelle l'homme d'affaires à cesser l'usurpation de titres au risque de s'attendre à des représailles. Je demande au président de l'IDG de faire une déclaration ou de renoncer à sa démarche d'usurpation de titres. Il n'a qu'à renoncer. Sinon, la plainte, il sera obligé de répondre. Parce que c'est un problème d'interprétation des lois. C'est devant la Cour constitutionnelle. C'est cette Cour qui est habilitée. Le président du parti ADC BOC, Ibrahima Sori Diallo, espère remporter ce combat qu'il mène contre Mamadou Sylla, actuel chef de file de l'opposition guinéenne. Pour lui, c'est dans l'intérêt de tous et de chacun. Toutes nos tentatives pour avoir la version du président du parti UDG ou de son porte-parole sont restées vaines. Également dans l'actualité nationale, prévu ce mercredi 10 mars à la mairie de Ratoma, le procès entre le président du bloc libéral et les membres de son bureau est renvoyé pour le 24 mars à la demande de l'avocat des accusés. Sur place, l'avocat de Faya Milimono est revenu sur les faits. Suivez maître Faya Gabriel Kamano, avocat à la cour. Je vous confirme que l'audience est renvoyée à 2 semaines à la demande de l'avocat des prévenus, des personnes poursuivies. Les faits, c'est que ces messieurs et dames qui sont des militants du bloc libéral, d'autres des anciens militants du bloc libéral, ont porté des accusations graves et sans fondement contre Dr Faya. L'avocat des prévenus, c'est-à-dire des personnes poursuivies, a sollicité un renvoi à 2 semaines et sous prétexte qu'il a des problèmes de famille. Comme le droit à la défense est un droit essentiel qu'on ne peut refuser à toute personne, dès lors que les personnes poursuivies ont leur avocat empêché, moi-même j'ai concédé à ce que le tribunal les accorde ce renvoi de 2 semaines pour qu'ils puissent se défendre valablement à la prochaine audience. Je suis convaincu que le bon droit est avec nous, c'est pourquoi nous sommes là. Je vous le disais au sommaire, une centaine de femmes se sont mobilisées ce mercredi devant le palais présidentiel Sékou Touré à Kaloum. Elles ont demandé au président Alpha Condé d'intervenir suite à la fermeture de leur usine de cajou de Kabilin dans la commune urbaine de Dubrika. Comme 32, Ibrahima Soribari. Après plusieurs tentatives de négociation sans succès, les femmes travailleuses à l'usine cajou de Kabilin souhaitent l'intervention du chef de l'État pour la réouverture de cette unité. Elles se sont fortement mobilisées devant le palais Sékou Touré ce mercredi pour interpeller Alpha Condé. Empêchée par les forces de sécurité, la porte-parole lance un cri de cœur. Nous voulons voir le père de la nation, le président Alpha Condé, qu'il nous vienne en aide, qu'il vienne essuyer les larmes aux yeux des femmes. Les femmes souffrent. La société a recruté plus de 400 femmes. Grâce à cette société, beaucoup de femmes sont sorties dans la rue, beaucoup de femmes soutiennent aux besoins de leur famille. Actuellement, toutes ces femmes sont à la retraite comme ça. Toutes ces femmes ne font que pleurer. Cette usine a été fermée depuis 2018 pour n'avoir pas remboursé un prêt de 20 millions de dollars d'une banque de la place. Ces femmes disent avoir peur de perdre définitivement leur emploi. Les propriétaires de l'usine comptent rembourser cet argent après la reprise des activités. C'est pourquoi Salima Nabi souhaite l'implication des autorités pour sauver l'emploi de ces femmes. Tu donnes l'argent à la banque, mais si tu dois l'argent à quelqu'un, il faut travailler pour pouvoir rembourser. La banque refuse une négociation. Ils nous aident avec la banque libérienne pour que la banque puisse laisser les travailleurs travailler.
Repoussées par les forces de sécurité jusqu'à la devanture de la cathédrale de Sainte-Marie, ces femmes ont tout de même magnifié Alpha Condé avec des chants. Au moment où nous quittions les lieux, la porte-parole de ces manifestantes était en entretien avec le procureur de la République près du TPI de Kaloum. Craignant sans doute qu'elle ne soit interpellée pour trouble à l'ordre public, ses collègues sont restés aux alentours. Restons dans le même registre pour dire que des femmes du marché de Concasseur dans la commune de Ratoma ont été victimes de déguerpissement le jeudi dernier. Ce mercredi 10 mars, une de nos équipes est allée à leur rencontre. Elle demande de l'assistance de la part des autorités. C'est un reportage signé Yaye Moubari et Ibrahima Paye Kamara. Des tables renversées, des marchandises étalées sur le sol, telle est l'image que présente le marché de Concasseur. Après le passage des agents chargés du déguerpissement, ces femmes ne savent plus à quel sein se vouer. Je suis vendeuse à Concasseur. Mon mari ne travaille pas. Mes enfants ne travaillent pas. J'ai une grande famille à nourrir. Je n'ai aucun moyen financier pour subvenir aux besoins de ma famille. Face à cette situation, ces vendeuses interpellent les autorités à leur venir en aide. Selon elles, elles ne dépendent que de ce commerce pour subvenir à leurs besoins quotidiens. Ce que je demande aux autorités, c'est de nous aider car nous souffrons actuellement. Nous sommes pauvres. C'est nous qui sortons pour nous débrouiller. On n'a pas de marché, on n'a même pas de hangar. On est assis sous le soleil et l'espace est restreint. Et si malgré tout ça, ils veulent nous enlever ici, ça ne sera pas bon pour nous. Des observateurs soutiennent que ces déguerpissements contribuent à appauvrir les citoyens. Parlant toujours de cette gente féminine, elles ont dénoncé ce mercredi leur marginalisation au sein des partis politiques et dans les instances de prise de décision. Elles ont produit un mémorandum à cet effet. Alpha Oumar Diallo pour le compte rendu. C'est devant un parterre d'invités que ces membres du réseau des femmes émergentes en politique ont dénoncé leur absence totale sur l'échiquier politique. Elles ont rappelé qu'elles ont des droits. Longtemps considérée comme sujet de ménage, la femme joue de nos jours un rôle de premier plan dans tous les domaines de la vie. Malheureusement, le constat révèle qu'elle est souvent utilisée pour des activités de mobilisation folklorique et de propagande. Et lorsqu'il s'agit de son implication dans les instances de prise de décision, elle est reléguée au second plan. Au sein des partis politiques, les femmes sont souvent considérées comme étant des mobilisatrices et des chargées aux affaires sociales. Et rares sont les femmes dirigeantes des partis politiques. La présidente du Front pour l'Alliance nationale s'est dit réconfortée de voir ses consoeurs réunies pour cette cause. Les femmes qui sont majoritaires dans ce pays ont effectivement besoin d'une capacitation pour pouvoir prendre le pouvoir et l'exercer au grand bénéfice de tous les Guinéens dans un futur proche. La présidente des femmes parlementaires de Guinée rappelle qu'il est bien de s'engager en politique, mais sans l'apport des autres, il serait difficile de s'en sortir. Le moment est venu pour les femmes de convertir ce poids démographique. Parce que souvent, nous disons que nous sommes 52%. Mais le crédit social des femmes, effectivement, donc de les convertir en dividendes politiques et surtout en force de négociation. Le débat sur la représentativité des femmes en politique est toujours d'actualité en Guinée. Mais le constat est que même si certaines sont candidates aux élections nationales, les femmes votent rarement pour elles. Elles devraient commencer par changer cette manière d'agir pour mieux compter sur l'échiquier politique, disent des observateurs. Le 5 mars dernier, la Guinée administrait ses premières doses de vaccin contre le Covid-19 au centre de traitement épidémiologique de Bessia. Quelques jours après, le constat est peu reluisant sur le terrain. On fait le point avec Oumar Condé. Mohamed Kondi
est le premier médecin à obtenir sa première dose de vaccin contre la Covid-19 au CTP de Bessia. 5 jours après, nous le rencontrons dans son bureau. Visiblement, il est bien portant. J'ai pris ce vaccin, mais depuis la date jusqu'à aujourd'hui, moi je n'ai ressenti aucun symptôme, je n'ai eu aucun malaise, je n'ai pas eu de maux de tête, comme je l'avais dit, je n'ai pas eu de céphalée. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'effet négatif sur ma santé. Selon l'administrateur du CTP de Bessia, cette vaccination contre la Covid-19 connaît de l'affluence chez le personnel soignant en première ligne du combat. Il faut dire que nous assistons à un engouement de la part du personnel médical. Parce que pour le moment, on a donné la priorité au personnel médical. Il y a les différents travailleurs des différents CTP viennent, que ce soit kenyans, que ce soit Nongo, et même le nouveau centre qui vient d'être ouvert, le centre de Symphonia. La majorité de ces personnes déjà est vaccinée. Du coup, nous attendons encore le reste des vaccins aujourd'hui pour continuer à vacciner un bon nombre de personnes. À part des médecins, certains citoyens viennent pour se faire vacciner, bien qu'il y a des réticences. L'administrateur de ce centre rassure que ce vaccin n'a aucun effet négatif. C'est tout à fait normal que la population ait peur, mais c'est à nous, personnels, de rassurer la population en leur faisant comprendre que le vaccin n'a pas de conséquences nocives sur notre santé. C'est une façon de dire à la population de faire confiance au gouvernement, de faire confiance au ministère de la Santé, de faire confiance à l'ANSS. Mohamed Kondé invite les citoyens à se faire vacciner contre la pandémie de Covid-19. Car, comme le dit l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. Sur un tout autre plan, il faut le dire, des journalistes reporters ont lancé ce mercredi un collectif de soutien à Amadou Julde Diallo, COSAD. Son objectif est de demander la libération immédiate et sans condition du journaliste sportif et historien. Le point avec Angeline Guilavogui. Arrêté et placé sous mandat de dépôt il y a 12 jours, le journaliste Amadou Julde Diallo est toujours en détention à la maison centrale de Conakry. Des journalistes s'interrogent sur le silence des associations de presse face à cette situation. On n'a pas échangé avec eux pour savoir quel motif, mais nous, c'est ce silence-là qui nous a poussé à réagir, à prendre cette initiative. Sinon, par le passé, c'est les associations de presse qui font des communiqués pour dénoncer, pour inviter les journalistes à se mobiliser. Mais cette fois-ci, nous regrettons qu'il n'y ait aucune initiative de la part de ces associations de presse, au-delà de l'AGPI, aussi de Reporters sans frontières, Guinée qui a fait une communication. Aucune autre association n'a dénoncé cette violation. Un collectif est mis en place pour obtenir la libération de ce journaliste. Ses membres souhaitent qu'il soit jugé sur la base de la loi L002. Au regard des dispositions de la loi L002 portant sur la liberté de la presse en Guinée, notamment les articles 98 et 105 de cette loi, il ne devrait pas y être détenu puisque c'est un délit de presse. Mais aujourd'hui, nous regrettons de constater que ces droits soient violés, puisque à aucun niveau, cette loi ne prévoit de restriction de liberté en ce qui concerne le délit de presse. La loi L002 s'applique sur tous les cas concernant les journalistes. Cette loi dépénalise les délits de presse, comme c'est le cas d'Amadou Julde Diallo. Restons dans le même cadre pour dire que l'administrateur général du site d'information Le Révélateur 224 et chroniqueur de l'émission Africa 2015 à Nostalgie était à la barre ce mercredi. Il est poursuivi pour diffamation par le ministre des Sports, Sanoussi Bantamasso. Compte rendu, Mohamed Traoré. Poursuivi pour diffamation par le ministre des Sports, le journaliste Habib Marouane Kamara a répondu aux questions du juge du tribunal de première instance de Kaloum. Ses avocats expliquent les faits. Aujourd'hui, il est poursuivi sous la base des articles 108 et 110 de la loi sur la liberté de la presse. On le reproche d'avoir injurié, d'avoir diffamé le ministre Bantamasso, qui, malgré que régulièrement cité, à comparaître en tant que partie civile
n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter, n'a même pas constitué d'avocat. Ce qui signifie d'ailleurs qu'il n'a aucun intérêt pour cette procédure. Mais nous aussi, notre droit, c'est d'opposer tout de suite l'inconstitutionnalité de ces deux dispositions. Nous l'avons fait, nous avons visé les articles du Code de procédure pénale, notamment l'article 451, 733, qui permettent à tout justiciable de soulever l'inconstitutionnalité d'une disposition inférieure par rapport à une disposition supérieure qui est contenue dans la Constitution. Et en pareil cas, le juge n'a pas d'échappatoire possible, parce que le juge judiciaire n'est pas juge constitutionnel. Le juge devant lequel l'exception est soulevée n'est pas juge de cette exception. Et c'est une dérogation au principe selon lequel le juge de l'action est juge de l'exception cette fois-ci. Et cette exception relève de la compétence d'une autre juridiction supérieure qui statue en premier et dernier ressort, qui n'est que la Cour constitutionnelle. Habib Marouane a été convoqué dans un premier temps à la direction centrale de la police judiciaire. Le 8 février dernier, les officiers de police judiciaire voulaient le soumettre à une audition. Pour l'heure, l'affaire a été renvoyée pour le 29 mars prochain pour aller au fond du dossier. On en vient à cet élément de reportage. Orpheline de père et de mère, Massissé vit avec une tumeur depuis 9 ans. Son traitement nécessite une intervention chirurgicale qui doit coûter 30 millions de francs guinéens. Ses parents qui n'ont pas les moyens lancent un SOS aux personnes de bonne volonté. C'est un reportage de Mohamed Saliou Diallo. Résidente à Kamsar, plus précisément à Bentoumodia avec sa marâtre, Massissé est orpheline de père et de mère. Elle souffre d'une tumeur depuis 9 ans. Sa sœur qui réside à Conakry est divorcée, n'a aucun soutien pour soigner cette fillette. Je demande à tout le monde de m'aider pour soigner ma sœur. Je demande aussi aux autorités de nous assister. Elle mange difficilement et ne parvient pas à marcher. Sa respiration est presque bloquée. Elle se couche difficilement et passe toute la nuit dans une chaise. Assistez-moi à cause de Dieu. Âgée de 13 ans, Ma n'est pas née avec cette maladie. Sa grand-mère, inquiète pour sa petite fille, lance un appel aux personnes de bonne volonté et à l'État. Nous demandons au président Alpha Condé et à sa femme de nous aider pour soigner cet enfant. Nous n'avons rien. Nous n'avons pas les 35 millions demandés. Nous sommes inquiets. Sa mère et son père sont tous décédés. La famille se repose sur moi. Je demande l'aide de tout le monde. Après tous les diagnostics faits dans les hôpitaux, Massissé est alitée à la maison de sa sœur. Ses parents n'attendent que l'assistance des bonnes volontés pour sa prise en charge. Sur un autre plan, l'annonce de la candidature de Kerfala Personne Camara comme adversaire d'Antonio Soare pour le prochain congrès électif de la FEGIFOOT suscite beaucoup de débats pour éviter donc des problèmes le jour du scrutin. Une application a été mise en place pour le vote. Mamadou Binta Diallo nous en dit davantage. Pour mieux accompagner l'élection à la Fédération guinéenne du football, qui opposera Antonio Soare à Kerfala Personne Camara, un lien informatique a été mis en place. Il s'agira de mieux sécuriser le vote. On a fait un constat, on a vu que c'est vrai que ce sont les membres statutaires qui votent, mais la population sportive ou le monde sportif aussi veut dire quelque chose par rapport à ça. Donc on a initié le truc sur Internet, on a envoyé à nos confrères, ils ont affiché. Et en fait, c'est un constat qu'on a fait. Vous savez, à la Fédération guinéenne de football, par rapport à la présidence, c'est seulement les membres statutaires qui votent. Donc si vous n'êtes pas parmi ces personnes, vous n'avez pas la chance de dire quelque chose par rapport à cette élection. Ça ne veut pas dire que nous voulons contredire ici les résultats des membres statutaires ou de la Fédération guinéenne de football. Selon un citoyen, Antonio Soare a aidé à faire progresser le football guinéen. Depuis qu'il est devenu le président de FEGIFOOT ici en Guinée, nous voyons le progrès du football guinéen. C'est très rare, d'un moment passé, de participer à des compétitions
tels que les cadets, les CHAN, concernant sur le plan international. Pour cet autre, pour le bon fonctionnement du football guinéen, les deux candidats devraient travailler ensemble. Ces deux personnes-là ont aidé le football guinéen, chacun à son niveau. Si on voit les deux personnes-là s'engagent pour gérer le football guinéen, c'est un peu salutaire à mon niveau parce que si on donne quelque chose à une personne qui est capable, qui peut faire tout avec son propre, donc on ne fait que saluer leur motivation pour un niveau de plus du football guinéen. Le congrès électif de la Fédération guinéenne du football aura lieu le 30 avril prochain. Même si Antonio Soare n'a pas officiellement annoncé sa candidature, tout porte à croire qu'il croisera le fer avec Kerfala Persson Camara, KPC. Un mot de sport dans ce journal, la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans qui était prévue ce samedi 13 mars 2021 au Maroc n'aura finalement pas lieu. Cette décision a été prise le lundi dernier lors d'une réunion du bureau exécutif de la CAF. Suivez ce commentaire signé Ibrahima Diallo. C'est dans un communiqué publié lundi 8 mars 2021 lors d'une réunion du bureau exécutif de la Confédération africaine de football que la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans a été annulée. Le coup d'envoi de cette compétition était attendu ce samedi au Maroc. On se demande si ces mesures prises par les autorités marocaines ne risquent pas de conduire à une suspension du congrès électif de la CAF, prévu le 12 mars prochain dans le royaume chérifien. 12 pays étaient au rendez-vous pour la CAN U17. Ce n'est pas la première fois que le Maroc annule une compétition continentale sur son territoire. En 2014, il avait refusé d'abriter la CAN à cause des épidémies d'Ebola en Guinée, Sierra Leone, RDC et au Libéria. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition d'information qui a été réalisée pour vous par Mariam Bari à la régie finale. Kadiatou Diallo et Fatoumata Baldé ont permis la diffusion sous le contrôle de Tcherno Abdoulaye Guissé. Merci à vous qui nous suivez depuis la baie et partout dans le monde. Au revoir.